Alors, comme disait Michael, je m'appelle Valentin Deleplace, je travaille à Google Cloud. Je vois que vous êtes nombreux dans la salle, alors merci beaucoup. Et aussi que la plupart, la quasi-totalité d'entre vous portent un masque, et ça, c'est vraiment génial, vous êtes géniaux. Donc je suis développeur advocate à Google Cloud. Aujourd'hui, je vais parler du mini-jeu Adventure que l'on a déployé pour agrémenter la conférence en ligne Google I/O 2021, de son architecture dans le cloud et des techniques qu'on a mises en place pour faire des tests de charge, dans la mesure où on ne savait pas précisément à l'avance combien de participants allaient se connecter et qu'il fallait s'assurer que les serveurs puissent effectivement tenir la charge de plusieurs milliers de joueurs sans planter et sans subir des ralentissements trop pénibles. Le jeu vidéo dont je parle est à la fois un MMORPG et un serious game. Il s'agit d'un monde en 2 dimensions, vu du dessus, dans lequel tous les joueurs sont les participants à une conférence online. Ce jeu a été utilisé pour la première fois au Chrome Dev Summit en novembre 2020, la conf des développeurs Chrome, puis une deuxième fois à Google I/O. C'est un MMORPG non pas parce qu'il ressemble à Warcraft, c'est pas trop le cas, mais parce qu'il est effectivement massivement multijoueur. Donc je vais montrer la petite vidéo promotionnelle qui allait avec. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-ci. Donc les participants se connectent dans cet univers très joli, qui me rappelle un peu Zelda 3 sur Super NES. Voilà comment je peux dire mon âge sans dire mon âge. Les joueurs se baladent pour explorer les attractions mises à leur disposition dans les différentes zones. Je vais laisser la vidéo courir un peu. Ils peuvent discuter entre eux via un chat en mode texte. Ils peuvent ouvrir des coffres pour ramasser des items. Ils jouent à des mini-jeux, comme par exemple la pêche à la ligne, où là on voit le mini-golf. Et les interactions avec les éléments du décor sont souvent des ressources pédagogiques, comme des tutoriels ou des vidéos de découverte des nouvelles technologies. Voilà. Donc la conférence a traditionnellement lieu en Californie, mais ce jeu a été conçu en France par le Googler Tom Greenaway et développé au Danemark par la société SetSnail. L'objet essentiel de ce jeu n'était pas de révolutionner le monde du jeu vidéo. Il s'agissait, en temps de pandémie, lorsque tant de conférences ont lieu en ligne parce qu'on ne peut pas se rassembler physiquement, de recréer un lieu dans lequel les participants peuvent retrouver un peu de ce sentiment d'être ensemble. Dans une conf comme Google I/O, être des milliers à regarder la même présentation au même moment, c'est comme regarder la télé, ce n'est pas en soi une expérience sociale. On a donc souhaité plonger les participants dans un univers virtuel où ils peuvent se voir et se parler de façon légère et ludique. Le concept n'est pas nouveau, il y a eu pas mal d'initiatives dans ce sens ces 20 dernières années. Celle-ci était volontairement limitée dans le temps. Le jeu n'a été disponible que pendant le temps de la conférence et jusque quelques jours après. Donc malheureusement, si aujourd'hui vous tapez I/O Adventure dans Google, vous ne pourrez pas y jouer, j'en suis désolé. Voici en quelques slides une version simplifiée de son architecture serveur hébergée sur Google Cloud. Les joueurs se connectent avec leur navigateur web et communiquent avec des VM du service Compute Engine, GCE. Les serveurs déployés sur les VM motorisent chacun une partie du jeu. Ils sont stateful, c'est-à-dire ils contiennent en mémoire toute l'information nécessaire pour communiquer avec les clients connectés. Ils ont parfois besoin de communiquer entre eux, et pour cela, ils utilisent un système de messages via une base de données Redis. Dans Compute Engine, chaque VM contient plusieurs instances du serveur, qui est écrit en Node.js, le serveur. Comme par défaut, le JavaScript est single-threaded, il utilise un seul processeur à la fois, et que toutes les VM puissantes contiennent plusieurs cœurs, certaines 16 cœurs ou 32 cœurs, on rentabilise mieux le processeur en déployant plusieurs instances par VM. Alors, je ne suis pas spécialiste JavaScript, donc je ne connais pas toutes les astuces possibles pour faire quand même du multithreading dans une appli serveur.
Par contre, je sais que pour notre besoin, déployer plusieurs serveurs Node.js indépendants en parallèle sur une même VM, ça avait tout à fait du sens, et ça se comportait presque comme s'il y avait autant de VM à un seul cœur. Bien sûr, nous avions plusieurs VM actives à la fois. La carte du monde Adventure est assez vaste et divisée en plusieurs zones qui ont chacune leur propre serveur. Et chaque zone accueille un nombre limité de joueurs sur le même écran, ce qui amène chaque zone à pouvoir se répliquer en plusieurs shards. Donc shard, c'est un réplica de la zone en quelque sorte, qui contiennent le même décor, mais des joueurs différents. Et bien sûr, on n'a pas juste un seul joueur connecté. Là, chacun de ces rectangles à gauche, c'est un joueur connecté avec son navigateur. On en a beaucoup, chacun qui gambade dans une instance de Compute Engine, donc dans un shard de une zone. Lorsqu'il se déplace et qu'il change de zone, il y a une petite transition, le temps qu'il se connecte au shard de la zone de destination. La bonne nouvelle, c'est que chaque instance du serveur est capable de gérer des dizaines, voire des centaines de joueurs connectés simultanément, qui peuvent donc interagir. Ils se voient les uns les autres, ils peuvent discuter en chattant, en mode texte, et depuis une version qui n'est pas encore sortie au mois de septembre, ils peuvent même discuter avec un serveur vocal. La question à l'approche d'un événement comme Chrome Dev Summit ou Google I.O., c'est est-ce que l'on va tenir la charge? Est-ce qu'on va pouvoir faire jouer tout le monde sans refuser des nouveaux joueurs, sans planter côté serveur et sans subir des ralentissements? Oui, bon, comme je disais, chaque petit rectangle, c'est le navigateur d'un joueur. Et vu comme ça fait un peu peur. On dirait une petite armée prête à venir démolir le serveur pris d'assaut de requêtes simultanées. Donc pour répondre à ces questions, il y avait plusieurs sous-questions intermédiaires qui nous intéressent. Combien de joueurs maximum peut supporter une instance Node.js du serveur? Combien de joueurs au maximum peut supporter une VM? Combien de joueurs au max est-ce que peut supporter notre architecture totale, au total? Quel type de VM GCE faut-il choisir? Quels sont nos goulots d'étranglement? Est-ce que c'est le processeur, la mémoire, la bande passante? Est-ce que c'est Redis? Est-ce que c'est tout simplement le nombre de sockets par VM, etc. Donc tout ça, ce sont des questions de dimensionnement et de benchmarking côté serveur, sur lesquels nous nous sommes concentrés pour le test de charge. Il y a aussi certains aspects importants sur lesquels on a un peu fait l'impasse, faute de temps, c'est est-ce qu'une charge importante côté serveur se ressent très fort côté client? Pour cela, il aurait fallu, si on avait voulu automatiser la réponse à cette question, il aurait fallu émuler et instrumenter un navigateur web complet. C'est plus de travail qu'un simple script d'injection de requêtes. Est-ce que les clients à l'autre bout de la planète sont pénalisés? Pour le savoir, il aurait fallu déployer des injecteurs de charge sur plusieurs continents et mesurer les latences du point de vue de ces clients. C'est faisable, mais par manque de temps, on n'a pas fait beaucoup de mesures côté client. On s'est surtout concentré sur la scalabilité du point de vue des serveurs. Voyons à quoi ressemble une campagne de test de charge traditionnelle pour un serveur web. Et ensuite, à quoi a ressemblé la campagne de test du jeu Adventure. Un injecteur de requêtes HTTP ou HTTPS bombarde le serveur de requêtes simultanées. Ces requêtes sont le plus souvent de courte durée pour chaque requête HTTP, de l'ordre de quelques secondes au maximum. L'injecteur récolte les réponses HTTP, les éventuels codes d'erreur et les messages d'erreur, et aussi surtout mesure le temps de réponse ici, du point de vue du client. L'injecteur est toujours le client. Côté serveur, on mesure les niveaux d'utilisation du processeur et de la mémoire, on mesure les temps de service, donc ça c'est les temps de réponse mais du point de vue du serveur, ce n'est pas les mêmes, et on récolte aussi les éventuels logs d'erreur serveur. On peut également simuler de façon plus réaliste une charge distribuée en utilisant plusieurs injecteurs dans différentes régions. Il y a juste un effort supplémentaire pour agréger les rapports des résultats émis par les différents injecteurs. Tout ça est assez standard et on peut utiliser des outils ou des services commerciaux clés en main pour lancer une campagne de stress test comme ça. Toutefois, ce n'est pas ce que l'on a fait pour Adventure, parce que Adventure, techniquement, ne se joue pas en HTTP. En fait, une fois que le joueur identifié est connecté à Adventure, toute la communication au cours de la partie s'effectue à travers une WebSocket. Le script de simulation d'un joueur est donc différent d'un dialogue HTTP sur au moins deux aspects importants. D'une part, la durée de l'échange, puisque chaque socket reste ouverte pendant toute la durée du test, donc dans notre cas c'était plus de 50 minutes.
Et d'autre part, tous les messages WebSocket sont unidirectionnels, en mode Fire and Forget. Ce qui veut dire que lorsqu'un joueur envoie un message, par exemple, je me déplace de un pas vers la gauche, il n'attend pas vraiment de réponse du serveur. Il n'y a donc a priori pas de temps de réponse à mesurer. C'est donc un peu plus difficile d'utiliser des outils standards pour ce genre de test avec des scénarios longs et en WebSocket. Et puisque les métriques de latence côté client sont moins pertinentes, on est tenté de se concentrer sur les métriques côté serveur. Donc les logs, l'utilisation du processeur, l'utilisation de la mémoire. Ok, mais qu'allons-nous choisir comme plateforme qui supporte à la fois les interactions longues et les WebSockets pour pouvoir construire nos injecteurs? Ben voilà, maintenant c'est la partie que vous attendez toutes et tous avec impatience, le product pitch. Bon, je crois que je prends personne par surprise, le nom du produit Cloud Run était explicitement dans le titre de la présentation, ici. Voilà. Donc Cloud Run, c'est un environnement d'exécution de conteneurs HTTP, stateless, et donc typiquement utilisé pour des services web. C'est une technologie serveur que nous avons exceptionnellement utilisée comme un client. Notre service déployé sur Cloud Run a joué le rôle de l'injecteur dans notre test de charge du jeu Adventure. Je vais parler de Cloud Run en particulier pour ce projet, mais plus généralement du serverless, une tendance que j'aime énormément dans le cloud computing et qui dépasse largement les frontières de Google Cloud. Pour moi, le serverless, qui est très mal nommé évidemment pour une architecture de serveur, c'est avant tout l'idée que lorsqu'un utilisateur d'un cloud public déploie son application, il devrait par défaut avoir besoin le moins possible de se préoccuper des détails de l'architecture du data center du fournisseur de cloud. C'est cette notion d'hébergement managé qui me séduit. Le cloud prend à sa charge le maximum de problématiques matérielles et architecturales, y compris la plomberie, donc les problématiques de réseau interne, réseau externe, et nous expose à un environnement où il est facile et rapide de déployer. De mon point de vue, ça change tout. Quand j'ai découvert un peu par hasard Google App Engine en 2012, je suis tout de suite tombé amoureux. C'était serverless avant même que le mot serverless existe. Je pouvais déployer en quelques minutes, sans configurer de machine physique, ni de machine virtuelle, ni de serveur d'application, ni de base de données. Tout ça était fourni et fonctionnait juste out of the box. Je pouvais expérimenter et redéployer à loisir, sans avoir besoin de créer un ticket ou sans avoir besoin de le demander à un collègue ronchon. Je pouvais travailler incrémentalement par essai-erreur, notamment pour me plier à certaines pratiques imposées, comme être stateless, ou bien utiliser la base de données NoSQL Google Data Store. Ce pouvoir de déployer moi-même et rapidement est fondamental pour créer une dynamique vertueuse. En anglais, ça s'appelle Fast Feedback Loop. Ce concept est au cœur de l'apprentissage et de l'expertise, et c'est documenté en psychologie. Dans tous les domaines, on devient bon lorsqu'on reçoit du feedback rapide et fréquent. Toutes sortes de feedback, donc de la part des humains, mais aussi et surtout de la part des outils. Imaginez apprendre à conduire si la voiture avait un temps de réaction de 2 secondes à tous vos mouvements. Bon, ce serait une expérience très différente, vous en conviendrez. Imaginez apprendre à programmer en donnant des cartes perforées à un opérateur qui les insérera dans la machine quand ce sera votre tour. On doit y réfléchir à 2 fois avant d'essayer quelque chose de nouveau et d'original. Ça ne favorise pas vraiment la créativité. Et ça ne permet pas non plus d'explorer par la pratique toutes les fonctionnalités de la machine. Pour quelqu'un comme moi, être autonome dans le déploiement et voir rapidement le résultat, c'est un avantage vraiment énorme. La plupart des offres serverless sont en pay as you go, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais fixes et que le coût d'hébergement est proportionnel au trafic des utilisateurs et aux ressources effectivement consommées. Encore mieux, les plateformes comme App Engine, Cloud Functions, Cloud Run sont capables de scale to zero. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas d'utilisateurs connectés, le nombre d'instances du serveur d'application descend à 0 et ça ne coûte rien au client. Ça aussi, c'est un aspect important qui permet de dédramatiser le déploiement et l'angoisse de payer très cher des serveurs. Ça veut dire en pratique que pendant toute la phase de développement, on déploie dans un environnement identique à la prod, ça c'est quand même très utile, mais qui coûte presque 0 parce que le trafic est très faible. En fait, souvent, ça coûte exactement 0 parce qu'il y a des quotas gratuits, plutôt généreux pour la plupart de ces plateformes.
Et pareil pour la prod, tant que votre startup a déjà déployé son app et n'a pas encore une forte audience, votre facture peut être très proche de zéro. Et lorsque le succès arrive et transforme votre startup en licorne, là, vous êtes plutôt content de pouvoir enfin payer plus cher pour tenir la charge. Moi, par exemple, j'ai un site web déployé sur App Engine qui faisait auparavant 10 000 visites par mois, 10 000 pages vues par mois. Et ça coûtait 0 € parce que ça rentrait largement dans le free quota. Et puis un jour, quelqu'un met le lien sur Hacker News, ça a fait beaucoup plus de trafic, et grâce à l'autoscaling, enfin bref, j'ai dû payer de ma poche pour les instances qui débordaient du quota gratuit. Ce mois-là, au lieu de 10 000 pages vues, j'ai eu 150 000 pages vues. Et pour App Engine, j'ai dû payer 6 $ hors taxe. Donc 6 $, c'était pas si cher finalement. Et en vérité, j'ai toujours pas compris comment Google Cloud arrivait à payer mon salaire si pratique des prix aussi bas. Mais bon, ça, c'est pas la question. Donc le modèle de facturation est très intéressant, mais c'est absolument pas ça qui nous préoccupait pour le projet Adventure. Les serveurs allaient rester allumés pendant une semaine seulement, le temps de la conférence. Les tests de charge allaient durer quelques heures seulement en cumulé, et on avait suffisamment de budget pour l'hébergement et le stress test. Il y a la question de la sécurité en serverless, et avoir la sécurité du système d'exploitation de la plateforme managé par le cloud vendor, par le fournisseur de cloud, ainsi que la sécurité réseau, c'est vraiment super utile et super important. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je précise que ce n'est pas ça non plus qui était déterminant dans le choix de Cloud Run pour le test de charge. Il n'y avait pas encore d'utilisateurs finaux à protéger et il n'y avait pas de données confidentielles côté serveur pendant la phase de dev. Le fait que l'infra elle-même est gérée par le fournisseur de cloud, ça veut dire notamment pas de provisionnement explicite en amont et ensuite auto-scaling lorsque la charge augmente. Pas de VM, ni d'instance, ni de pod à démarrer et à arrêter nous-mêmes. Pour le test de charge, ce n'était pas strictement nécessaire. On aurait pu aussi faire des scripts pour démarrer explicitement des VM et les éteindre ensuite. Toutefois, en pratique, c'était un vrai soulagement de se contenter de déployer un service sans se préoccuper des serveurs. Le service just works, il fonctionne, c'est tout. Si on oublie de l'éteindre, aucune importance. L'autoscaling, c'était vraiment aussi un plus, parce qu'au lieu de découvrir par essai et erreur combien de VM étaient nécessaires, côté client, donc côté injecteur, pour simuler 160 000 joueurs ou 200 000 joueurs, au lieu de ça, on s'est contenté de laisser Cloud Run démarrer lui-même autant d'instances qu'il estimait nécessaires. Donc voilà pour le modèle opérationnel serverless. Et maintenant, concernant le programming model, je vais essayer de passer assez rapidement. Toutes les plateformes serverless que je connais nécessitent de concevoir son serveur applicatif de façon stateless, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas censées stocker des données, aucune donnée de façon persistante dans le serveur web lui-même. S'il y a des données à stocker, il faut les mettre ailleurs, par exemple dans une base de données qui a ses propres serveurs distincts. Être stateless, c'est fondamental et assez évident quand on pense aux problématiques d'autoscaling. Si on veut que le nombre d'instances puisse s'envoler jusqu'à l'infini et au-delà, et ensuite redescendre jusqu'à 0 et en deçà, il faut bien faire en sorte que l'instance elle-même ne soit pas la source de vérité. Pour notre test de charge, aucun souci. Chaque instance de l'injecteur était bien stateless et pouvait, si besoin, écrire à la fin son compte-rendu dans un stockage centralisé comme Cloud Logging ou BigQuery. Service-based et event-driven, ça concerne surtout les architectures en microservices et le fait de pouvoir se déclencher en réaction à des événements qui ne sont pas forcément des requêtes HTTP provenant d'un navigateur web. Ce sont des arguments de vente, par exemple pour Cloud Functions ou AWS Lambda. Ce n'est pas ça non plus qui nous préoccupait pour le test de charge. On pouvait le déclencher en ligne de commande ou bien depuis une page web ou en émettant un message PubSub. Tout ça, c'était de l'ordre du détail pour notre projet. Être ouvert, par contre, c'était très intéressant pour nous. En gros, ça veut dire que les plateformes essayent de supporter des standards de développement assez portables, avec lesquels on est déjà familier, et en ayant le moins possible de vendor lock-in. Ça veut dire, par exemple, être compatible avec les servlets Java, avec les containers Docker, avec les web frameworks comme Flask. Pour le test de charge de Adventure sur Cloud Run, ça veut dire qu'on pouvait déployer sans effort particulier
un test existant déjà écrit en Node.js. Puisqu'on pouvait déployer n'importe quel conteneur Docker, on n'était pas vraiment limité au niveau langage de programmation et serveur applicatif. Même si les serveurs du jeu Adventure lui-même ne sont pas serverless, ils sont sur Compute Engine avec des VM très explicites à gérer, nous avions une préférence pour les options serverless pour réaliser les tests de charge, et notamment pour Cloud Run. Donc la première question pour la faisabilité, c'était est-ce que Cloud Run supporte les WebSockets? La réponse est oui, et pas depuis très longtemps. Le timing était parfait puisque fin 2020, juste avant Chrome Dev Summit, toutes les fonctionnalités de streaming, gRPC, WebSocket, etc., étaient en alpha. Et nous avons donc pu les utiliser avant même leur sortie officielle qui a eu lieu en janvier 2021. Un aspect un peu contraignant de Cloud Run, c'est qu'il fallait savoir créer une image de conteneur Docker et la pousser dans un registry avant de pouvoir la déployer. Un peu rebutant pour ceux qui ne connaissent pas bien les conteneurs ou qui y sont légèrement allergiques comme moi. En pratique, pour enrober notre script Node.js de simulation d'un joueur, il fallait écrire un Dockerfile d'une quinzaine de lignes incluant un petit nombre de dépendances relatives à l'environnement d'exécution Node.js. Mais ça, de nos jours, on n'en a plus vraiment besoin et c'est un grand soulagement. Je peux désormais écrire le code d'un serveur standard en Go ou en Java, ou en Node.js, et le déployer directement vers Cloud Run. Ce sont des build packs qui seront utilisés automatiquement sous le capot pour créer tous les conteneurs nécessaires à ma place. Ça, c'est vraiment pas mal, et c'est assez récent. Ça fait que quelques mois que c'est possible. Une autre question assez structurante pour la conception du test de charge, c'est est-ce qu'on peut faire un traitement intensif qui va durer assez longtemps dans Cloud Run? Ou bien est-ce qu'on va être coupé au bout de 60 secondes, time out, là, il n'y a pas eu de réponse. Donc la réponse, c'est un traitement peut durer jusqu'à 1 heure maximum. C'est configurable, par défaut c'est 5 minutes, mais dans les options, on peut aller demander un time out jusqu'à 60 minutes. Donc certes, ce n'est pas autant qu'un batch de traitement de facture qui va tourner toute la nuit, mais c'est déjà beaucoup pour un serveur web serverless. On a donc pu concevoir sans souci des campagnes de stress test qui duraient entre 10 minutes et 50 minutes. On pouvait aussi se permettre des campagnes de plus d'1 heure, à condition que chaque joueur simulé reste connecté individuellement pendant moins d'1 heure. Donc avec Cloud Run, pour motoriser notre script d'injection, nous avons des WebSockets, c'est bon, des jobs qui peuvent durer plusieurs dizaines de minutes, c'est bon, un environnement managé, donc ça c'est plutôt pratique, de l'autoscaling, nous sommes indépendants du langage de programmation, donc si on veut y mettre du Node.js, ok, pas de problème. On peut aussi avoir des conteneurs avec des dépendances arbitraires, et ça c'est pas mal de pouvoir écrire un Dockerfile avec ce qu'on veut dedans, des dépendances ImageMagick, FFmpeg, vraiment tout ce qu'on veut au niveau binaire qui tourne sur Linux. C'est vraiment très puissant, tout ce qu'on peut mettre dans un conteneur. Et donc tout ça c'était parfait pour notre script d'injection, comme je disais, écrit en JavaScript. Le grand éléphant de l'île des machines de Nantes, sur la gauche, c'est purement décoratif, mais je trouvais qu'un éléphant qui porte une énorme boule de marbre, c'était pas mal comme illustration pour un test de charge. Donc, on est également sur une plateforme qui permet plusieurs niveaux de parallélisme, c'est-à-dire de traitement concurrent, et je vais essayer d'expliciter de quoi il s'agit. Le premier niveau de concurrence, c'est que chaque trigger, c'est-à-dire chaque requête entrante du service Cloud Run, peut déclencher plusieurs scénarios simultanés pour simuler plusieurs joueurs. Notez que tant que les simulations qui font des WebSockets ici ne sont pas terminées, sur la droite, on n'envoie pas de réponse HTTP à gauche. Ce qui est un détail, puisque de toute façon, on ne s'intéresse pas particulièrement à la réponse HTTP. Nous, ce qu'on veut, c'est de façon impérative lancer la simulation de plusieurs joueurs. J'ai mentionné que le script d'injection était écrit en Node.js et que le JavaScript est un langage monothread. Pourtant, ça n'empêche pas du tout de lancer dans un seul script plusieurs simulations simultanées. Comme chaque simulation individuellement n'a pas besoin du processeur 100% du temps, parce que, par exemple, lorsqu'elle est en train d'attendre une réponse du réseau, ou alors lorsqu'elle patiente avant d'effectuer sa prochaine action, s'il est en train de se déplacer vers la droite, elle le fait à peu près 2 fois par seconde, elle n'a pas besoin de le faire 100 fois par seconde.
Donc on peut sans problème mener ces simulations de façon concurrente, même sans qu'il y ait un véritable parallélisme au niveau processeur. Le deuxième niveau de concurrence, c'est que chaque instance Cloud Run peut traiter plusieurs requêtes entrantes de façon concurrente. Donc ça, c'est plutôt utile. Selon les plateformes serverless qu'on choisit, il y en a certaines qui sont plutôt qui limitent la concurrence à une seule requête en cours de traitement par instance, mais Cloud Run est plutôt moderne de ce point de vue-là. C'est par défaut, plusieurs requêtes pourront être traitées par la même instance. Et on peut monter assez loin. Je pense que par défaut, c'est 80 requêtes concurrentes. Et si on pousse le curseur, on peut aller jusqu'à 1000 requêtes concurrentes sur la même instance. Donc ça commence à faire déjà pas mal de connexions web services ouvertes à la fois pour une même instance de Cloud Run. Ici, c'est écrit en gris, mais il est écrit instance 1, ça veut dire que mon rectangle ici, c'est une seule instance, donc en quelque sorte une seule VM de Cloud Run. Et qui dit une seule VM, une seule machine, dit une seule adresse IP. Donc moi, je craignais un peu que le serveur qui est là à droite, il allait rejeter les nouvelles connexions en disant autant de connexions depuis le même client, c'est trop. Et si jamais il les rejetait, j'allais être amené à réduire drastiquement le travail qu'allait effectuer chaque instance. Et ça pourrait poser problème. Si chaque instance fait moins de travail, je vais avoir besoin de beaucoup plus d'instances distinctes de Cloud Run. Ça pourrait poser problème de réclamer un nombre énorme d'instances au même moment à Cloud Run. Donc, dans le doute, on a testé. Et ben non, en fait, aucun problème pour que chaque machine de l'injecteur simule des centaines de joueurs simultanés et donc autant de connexions WebSocket ouvertes simultanément et pendant longtemps, pendant 50 minutes, vers les serveurs. Donc c'était très utile pour nous et surtout un soulagement puisque notre plan diabolique, c'était d'avoir au final des centaines d'instances qui allaient simuler chacune des centaines de joueurs. On avait besoin de cette multiplication pour atteindre les volumes espérés. On a un troisième niveau de concurrence que j'avais un petit peu évoqué il y a une minute, c'est grâce à l'autoscaling, plusieurs instances de Cloud Run traitent les demandes en parallèle. Donc même si là j'en ai dessiné que 2, c'est juste pour le principe, il y en a beaucoup plus en pratique. Ce rectangle-là c'est une instance, le rectangle en dessous c'est une autre instance. Et quand je dis instance, c'est une VM. Donc ça turbine plutôt bien, les injecteurs arrivent à produire beaucoup de simulations simultanées et les serveurs tiennent bien la charge. Les serveurs de jeu dans Compute Engine ont eux-mêmes une stratégie d'autoscaling un peu artisanale, c'est-à-dire qu'on a limité à un nombre fixe le nombre de joueurs dans une zone de jeu et qu'on a écrit nous-mêmes le code qui démarre une nouvelle instance de la zone de jeu pour accueillir les nouveaux joueurs. Ce système a un effet de bord immédiat lorsqu'il y a vraiment beaucoup de joueurs, c'est que vous pouvez très bien vous balader dans la même zone du jeu que vos amis, et pourtant vous ne vous voyez pas, simplement parce que vous êtes connecté à des serveurs différents. En pratique, le monde était quand même assez vaste, et on a vu sur Twitter que de grands groupes de participants n'ont pas eu trop de mal à se rassembler dans la même zone pour prendre des selfies de groupe, c'est-à-dire des screenshots d'avatars en souvenir. C'était plutôt cool en fait. Donc pour en revenir au stress test, je disais que les injecteurs, ici au milieu, produisaient plutôt bien la charge, les serveurs de jeu à droite tenaient plutôt bien la charge, et par contre, le seul endroit où ça coinçait, c'était ici à gauche. C'est-à-dire que quand je faisais un trop grand nombre d'appels au même service Cloud Run depuis mon laptop, ou même depuis n'importe quelle machine de test unique ou de CI/CD, de quoi que ce soit, en fait, je me faisais rate limited. J'obtenais des codes réponse 429, qui veut dire too many requests. Et c'est quand même un petit peu un comble, pendant un test de charge, que le serveur cible à droite arrive à mieux tenir la charge que l'injecteur lui-même. Donc je ne suis pas du tout en train de dire que Cloud Run n'est pas scalable et ne sait pas tenir la charge. Par contre, pour pouvoir dévoyer Cloud Run en l'utilisant comme un client massivement concurrent avec transactions longues déclenchées par des appels HTTP lancés depuis mon laptop, donc en pratique depuis un seul client réel, on a rajouté une couche intermédiaire, elle aussi sur Cloud Run. Donc la couche intermédiaire, elle est ici, je l'ai appelée Tier 1.
dont le seul rôle, c'était de démultiplexer les requêtes en provenance de mon laptop et de les multiplier vers le service injecteur principal. Donc on peut appeler ça niveau de concurrence 4 ou bien niveau de concurrence 3,5. En pratique, il s'agissait juste de contourner une limitation technique un petit peu accidentelle. Le fait de recevoir des 429 sur mon laptop, c'est pas très grave, ça veut juste dire que j'ai intérêt à faire semblant d'être un peu plus de clients au final. Notons au passage que les deux couches Cloud Run au milieu peuvent tout à fait être le même service déployé et appelé avec un paramètre différent. Elles correspondent simplement au fait que 400 requêtes qui déclenchent 400 injections, c'est beaucoup plus gérable qu'une requête qui déclenche 160 000 injections. Donc voilà, avec toutes ces couches successives de parallélisme, on pouvait enfin mener à bien l'injection et récolter les résultats. Le stress des serveurs pouvait être observé et mesuré pendant et après l'exécution du test. Donc pendant la campagne de stress test en cours, on surveille les métriques côté serveur et aussi on se connecte au jeu en tant que joueur humain avec un navigateur pour observer les bots, donc les joueurs simulés, courir dans tous les sens, puisque le scénario c'était juste je cours aléatoirement dans tous les sens et ça génère de la charge serveur. Donc même si par faute de temps on n'avait pas automatisé le fait de vérifier ce que ça donne côté client dans un navigateur, on pouvait, pendant les 50 minutes que durait le test, on pouvait très bien aller voir soi-même, donc lancer Chrome ou Firefox, arriver dans un jeu où il y a des centaines de bots qui étaient en train de courir dans tous les sens. Donc ça, pas de problème, et ça permettait d'avoir un peu un ressenti de est-ce que ça a du sens, est-ce qu'il y a des ralentissements, et aussi est-ce que c'est pas un petit peu fouillis d'avoir autant de monde dans une seule zone, est-ce que juste du point de vue visuel, c'est encore jouable, c'est encore compréhensible. Donc on vérifiait notamment que le framerate il restait correct et qu'il n'y avait pas des gros bugs apparents. Donc ça, c'est une notion qui déborde un peu du test de charge, mais je trouve ça très utile que les tests de charge ils ne vérifient pas seulement la scalabilité. En fait, ils peuvent permettre de découvrir toutes sortes de bugs. Quand on est à 2 semaines ou 3 semaines du lancement, c'est toujours le bienvenu de découvrir des bugs de façon un peu accidentelle quand on fait le test de charge. Donc, grâce aux outils Prometheus et Grafana, on a pu suivre en direct l'utilisation mémoire et processeur des serveurs du jeu. Et comme des serveurs, il y en avait des dizaines en parallèle, on avait un dashboard avec des dizaines de graphes où on pouvait suivre si ça s'approchait dangereusement de 100%. Donc en gros, si tous les indicateurs restaient en permanence à moins de 80%, c'était OK. Par contre, si on atteignait 100% de processeur, même pendant quelques secondes seulement, là c'était très mauvais, on considérait que le test avait échoué. On a également pris soin de streamer toutes les logs vers la base de données BigQuery, afin de les explorer après le test, notamment pour mesurer s'il y avait eu des éventuels messages d'erreur, et aussi les quelques indicateurs de latence écrits dans les logs. Par exemple, la boucle de jeu a pris tant de millisecondes à s'exécuter. S'il y a une forte charge et que ce temps est multiplié par 4, là c'est mauvais. C'était des indicateurs intéressants. Si jamais vous utilisez Google Cloud et que vous n'avez jamais mis en place la recopie de vos logs vers BigQuery, je ne peux que vous le recommander vivement. C'est très utile pour comprendre les logs de façon agrégée et non pas de façon unitaire comme dans l'écran Cloud Logging. Quel que soit le détail de l'architecture choisie pour la prod, donc ça peut être Compute Engine, ça peut être Kubernetes Engine, ça peut aussi être Cloud Run. Donc quel que soit le détail à l'intérieur du rond au milieu, on peut utiliser des outils, les outils Cloud Run pour réaliser une campagne de test de charge et BigQuery pour en analyser les résultats. Donc ça, c'est de façon assez générale, c'est des outils utiles, quel que soit le détail de votre architecture. Le serveur écrit toutes les logs vers BigQuery, c'est la flèche qu'on voit là, mais le client du test de charge aussi, c'est la flèche qui passe par en dessous. On obtient ainsi les avantages de l'approche boîte noire, ça c'est les logs issus du client, et les avantages de l'approche boîte blanche. Ce sont les logs du fonctionnement interne des serveurs.
Dans les logs issus de l'injecteur, donc du client, nous avons notamment vérifié si de nombreuses connexions avaient échoué, sans que ça apparaisse forcément dans les logs du serveur. Si le serveur est proche de la saturation, c'est possible qu'il y ait une couche en amont qui refuse les nouvelles connexions sans que ce soit explicitement logué. Donc c'est quand même utile d'avoir dans cette histoire le point de vue du client. De façon générale, gardons à l'esprit que pour une même session, le client et le serveur ne racontent pas toujours l'histoire de la même façon, tant sur les erreurs rencontrées que sur les latences mesurées. On pourrait faire des talks entiers sur la différence entre temps de réponse et temps de service, mais le point de vue est assez différent. Donc c'est utile de loguer les deux points de vue, du client et du serveur. Bon, quel a été le résultat, pour finir, de la campagne de test de charge du jeu Adventure? Je crois que je vais surprendre personne parce que le chiffre clé était donné dans le titre de la présentation, ici. Les tests ont pu simuler avec succès 160 000 joueurs. Je fais quand même un aparté pour préciser que, comme tous les projets de tous les clients, notre projet était soumis par défaut à des quotas, notamment sur le nombre total de processeurs utilisés et aussi sur le nombre d'adresses IP. Il a fallu donc que l'on fasse des demandes explicites pour augmenter le seuil de ces quotas. Et le test de charge, ça sert aussi et surtout à ça, à découvrir des limites auxquelles on n'avait pas pensé pour les résoudre. Donc la phase de test a été un succès puisqu'on s'était fixé comme objectif de pouvoir soutenir 80 000 joueurs et qu'on a pu en injecter jusqu'à 160 000. C'est-à-dire on avait lancé le script pour qu'il simule 200 000 joueurs et il y en a 160 000 qui ont réussi à se connecter. Lors de la conférence Google I/O, les audiences réelles étaient très inférieures à celles du test de charge. Moins de 10 000 joueurs simultanés et les serveurs ont parfaitement tenu la charge. On a eu le premier jour 2 soucis gênants qui n'avaient rien à voir avec la scalabilité du serveur. Le premier, c'est qu'il y avait un délai de plusieurs heures entre le moment où l'on s'inscrivait à la conférence Google I/O et le moment où on était autorisé à accéder au jeu. Et comme ce n'était pas très clairement expliqué, ça a généré quelques incompréhensions. Le deuxième souci, c'était un bug de front-end qui s'est glissé dans le code les tout derniers jours et qui rendait l'interface très lente, beaucoup trop lente. Donc ça a été corrigé en quelques heures et dès le deuxième jour, le jeu était fluide pour tout le monde, au grand bonheur des amateurs de pêche à la ligne. Vous pouvez vous demander, est-ce que ce n'est pas un peu ridicule et prétentieux de lancer un test de charge de 200 000 joueurs alors qu'en réalité, il n'y a pas eu plus de 10 000 joueurs à la fois? Ben non, pas du tout. D'une part, on ne pouvait pas savoir avec certitude combien de joueurs allaient effectivement se connecter. Et d'autre part, avoir une large marge entre le test et la réalité, c'est très sain. Ça veut dire qu'on a largement réussi. Donc je vais vous laisser sur cet aphorisme. Qui peut le plus, peut le moins, mais pas forcément l'inverse. Voilà, je n'ai plus de slides. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci Valentin. On a quelques minutes pour des questions. Si vous avez une question, levez la main. On va passer dans les rangs pour passer un micro, pour bien parler dans le micro, pour que ces questions soient enregistrées. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Bonjour. Je veux juste savoir pour la partie injecteur s'il y avait plusieurs instances, une instance par injection, enfin comment ça se passait? Oui, bien sûr. On va revenir sur le schéma si j'arrive à cliquer assez vite. Alors, donc là, ce que j'ai essayé de schématiser, c'est que on est dans Cloud Run, donc c'est un seul service. Il va y avoir des requêtes qui atteignent ce service et qui ne se préoccupent pas a priori de l'ID précis de l'instance qui va être tapée. On a fait en sorte que ça ici, ce rond bleu, ce soit une seule requête qui est émise au serveur et qui va générer plusieurs scénarios. Donc déjà, une seule requête qui va être traitée, ça va gérer, par exemple, ça va générer une centaine de joueurs. Et chaque instance va recevoir plusieurs de ces requêtes, donc par exemple une centaine. Ça veut dire, même si je n'ai plus le nombre exact en main, qu'en théorie, une seule instance dans Cloud Run va pouvoir générer 10 000
10 000 simulations. Ça voudrait dire dans ce cas de figure que si on balance l'équivalent d'un test de 200 000 joueurs, ça veut dire qu'il y aurait besoin de 200 requêtes. Non, je dis des bêtises. Ça fait combien 200 000 divisé par 100. Ça veut dire qu'il faut envoyer 2000 requêtes dans l'espoir que chacune de ces requêtes fasse 100 joueurs et que chacune des instances couvre 10 000 joueurs. Donc ça ferait en pratique 20 instances Cloud Run simultanées. Et il y avait un détail là-dedans, j'essaye de me souvenir lequel. Oui, c'est que quand mon laptop est en train d'envoyer quelques requêtes qui vont être démultiplexées pour faire 2000 requêtes au service principal, en pratique, il ne se soucie pas vraiment de combien d'instances ça va représenter. C'est-à-dire, il fait confiance à Cloud Run et à son autoscaler pour déployer en quelques secondes autant d'instances que nécessaire pour traiter 2000 requêtes. Sachant que ce n'est pas des requêtes HTTP Hello World, c'est vraiment des requêtes lourdes qui vont durer 50 minutes et qui vont faire plein d'appels web service. Donc en pratique, Cloud Run peut tout à fait injecter pendant 50 minutes 200 000 joueurs, qui représenterait, dans mon exemple, pour l'ordre de grandeur, 2000 requêtes à traiter. Chaque requête simulerait 100 joueurs et chaque instance de Cloud Run à peu près 10 000 joueurs. Donc voilà pour les grands principes. Est-ce que ça répond à la question ? Merci. Bonjour. Bonjour. Je te vois. Juste une question, parce que en fait, le cloud, c'est toujours compliqué, et j'aurais voulu savoir si on utilisait un service concurrent pour déployer notre service, sans citer un service de Microsoft, Ouais. et qu'on ait besoin du Cloud Run justement pour faire nos tests de charge. Est-ce qu'on peut utiliser le service Cloud Run pour faire nos tests de charge sur le produit de Microsoft ? Oui, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, c'est-à-dire il faut juste que le service Microsoft soit ouvert, soit de façon publique. C'est un serveur ouvert et il peut être appelé depuis les serveurs Google et on peut faire le test de charge, il n'y a pas de problème. Et si jamais c'est une phase de développement dans laquelle on ne veut pas que ce soit ouvert au public, parce que ça contient des secrets, ben on met en place une petite sécurité, soit une authentification propre avec du OAuth ou tout ça, soit simplement un petit mot-clé magique qui dit que le test de charge, lui, il est autorisé à appeler ce serveur, mais que si quelqu'un d'autre essaye sans avoir le mot de passe magique, il va pas réussir à accéder. Mais le fait que l'injecteur Cloud Run soit dans les data centers de Google et qui va faire un test de charge vers un autre cloud, à ma connaissance, il n'y a aucun problème pour ça. Ok, merci. Oui, alors une petite question aussi. Levez la main. Je suis là, tout bonjour. devant. On n'a pas trop parlé de bande passante. Est-ce que ça a été un problème pour vous est-ce que c'est quelque chose que vous avez considéré dans vos tests Alors la bande passante, du point de vue du client, ou le ingress qui va arriver dans les data centers Google, ou le egress qui va en ressortir, à quel endroit la bande Alors, je passante? dirais à ce moment-là plutôt là où il y a le plus de flèches. Donc, Alors là où il y a le plus de flèches, c'est ça? Oui. Ben, il se trouvait que cette bande passante-là, c'était au sein des mêmes data centers de Google en pratique, donc c'est plutôt de la grosse tuyauterie et aussi ça restait assez local, même si ce n'était pas les mêmes ordinateurs physiques et même si ce n'était pas les mêmes VM, si tout ça était collocated dans le même data center, ça faisait qu'il n'y avait pas de problème de tuyauterie. Je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème de tuyauterie, même si c'était hébergé chez des vendeurs différents et dans des data centers différents. Le volume total d'informations échangées n'était pas si démentiel que ça, puisque 200 000 joueurs qui font 2 actions par seconde, et l'action par seconde, c'est de l'ordre de 1 kilooctet en JSON, par exemple, pour dire je fais un pas à droite, je fais un pas à gauche. Donc le volume total est très raisonnable. Pour la bande passante, à vrai dire, je ne me fais aucun souci. Si jamais il n'était pas dans le même data center, là où j'aurais pris soin de vérifier, c'est est-ce que je pouvais techniquement avoir autant de WebSockets ouvertes en même temps entre la source et la destination. Donc là, on a constaté pour notre test de charge qu'il n'y avait aucun problème et il se trouve que que des deux côtés étaient Google Cloud. Si jamais, comme dans l'exemple qu'on a évoqué il y a une minute, on faisait le test de charge vers AWS, là, il faudrait vérifier à peu près s'il n'y a pas de souci au niveau du nombre de WebSockets. Par contre, pour le volume, la bande passante, je pense que ça passe largement, il n'y a pas trop de soucis. C'est moins, par exemple, que du streaming vidéo ou des images. Ça reste des petits morceaux de texte en JSON
qui font un total assez raisonnable en volume de données. D'accord. Et alors désolé, j'ai une deuxième question pour Oui. les scénarios. Oui. Vous avez parlé que c'était principalement du déplacement que vous Oui, simuliez. oui, c'est ça. Ok. Est-ce que vous n'avez pas la crainte que, par exemple, si les gens se mettaient massivement à utiliser une autre fonctionnalité, je sais pas, le chat ou la pêche à la ligne, est-ce que ça n'allait pas montrer des effets que vous n'auriez pas pu simuler, ça vous aurait échappé, quoi? C'est une excellente question et je suis tout à fait d'accord avec cette remarque, c'est-à-dire plus on fait des scénarios variés qui vont tester des fonctionnalités variées dans des cas de plus en plus extrêmes, par exemple si tout le monde utilise le chat à la même seconde ou tout le monde fait la pêche à la ligne à la même seconde, est-ce que ça va créer des problèmes? Donc la question du chat, elle était assez centrale pour plusieurs raisons. On souhaitait que les participants puissent communiquer entre eux, c'était une fonctionnalité très importante. Et aussi, on avait mis en place de la modération automatisée pour les gros mots, tout ça. On avait mis en place aussi des modérateurs humains qui devaient faire la review de certains messages qui pouvaient s'apparenter à du harcèlement ou des choses comme ça. Et c'est aussi pour ça qu'on n'avait pas par défaut activé des fonctionnalités de type ouvrir une fenêtre Meet pour se parler les uns les autres. En fait, Google I/O c'est ouvert à beaucoup de monde. Il n'y a pas de, on ne vérifie pas l'identité précise de chaque personne qui va s'inscrire, et donc on ne souhaitait pas ouvrir la boîte de Pandore de choses qui allaient être très difficiles à modérer. Donc en fait, on n'avait pas de vidéo chat. À l'époque, on n'avait pas encore de voice chat, et on avait les textes messages qui étaient un peu modérés, à la fois automatiquement et par des humains. Et on avait intégré dans les tests de charge le fait d'émettre des messages, parce que c'était une fonctionnalité très importante. Et par contre, on a fait l'impasse sur plein de fonctionnalités, parce qu'on n'avait pas eu le temps de faire un scénario de texte extrêmement varié. Toutefois, c'est vrai que c'est une bonne idée. Je conseille de le faire quand on peut, parce que parfois on a des mauvaises surprises, du genre on a une fonctionnalité dans un coin qui représente que 1% de l'usage qu'en font les gens, et pourtant qui va être celle qui accidentellement va faire planter les serveurs parce qu'on ne l'a pas testé correctement. Donc c'était un risque. On a pris ce risque parce que le scénario, c'était, comme tu dis, essentiellement du déplacement et puis aussi quelques messages de chat, mais il y a beaucoup de fonctionnalités qui ne faisaient pas partie du scénario, et du coup, il restait un petit danger. Alors, on n'est jamais à l'abri d'un couac qu'on n'avait pas prévu. Voilà. Très bonne remarque. Merci. Merci à tous.